Ladies and gentlemen, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Alors on va commencer sur des bonnes résolutions, à savoir s'abonner. Voilà, faites-le, comme ça c'est fait. Et on commence la semaine sans plus attendre. Alors vous le savez, hein, j'aime bien mettre en avant de temps en temps des petites marques artisanales qui se lancent sur le marché et qui essayent de faire leurs preuves et qui finalement ont forcément un peu de mal à avoir de la visibilité. Donc si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je dis pourquoi pas. Et là aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une sauce. Alors en gros, c'est une vinaigrette toute faite. Oui, ah oui, mais bon, ça vous allez me dire, c'est pas très intéressant, mais elle est intrigante. C'est une vinaigrette qui s'appelle la 15 et qui est un mélange. Je montre quand même, hein. Oui, XV, ça veut dire 15 pour ceux. Bon bref, je sais pas pour qui. Mais il y a peut-être des gens qui ont encore du mal avec les chiffres romains. Donc la 15, c'est une combinaison nutritionnelle avec 3 huiles et différentes choses. Bref, c'est étudié pour avoir des bienfaits et du goût qui sortent de l'ordinaire. Et ça, moi je demande à voir. Et donc le créateur, Patrick Spada, a eu la gentillesse de m'envoyer un flacon pour que je donne mon avis, ce que nous allons faire ensemble. Donc c'est tout de suite. Vous voyez, hein, je triche pas, c'est tout neuf. Et on va goûter. Alors, sans phare, hein, je vais pas mettre ça sur une salade ou ça quelque chose, je goûte direct. Hop, voilà. Le nez est très agréable, déjà. Allez, hop. Ouais, j'y reviens là. Et au fond, j'en perds pas une goutte. Surprenant. C'est hyper délicat et c'est très doux en bouche. Pourtant, à la lecture des ingrédients, j'imaginais plus d'acidité de manière globale. Et là, non, c'est du velours. C'est du velours. Et il y a une complexité. Il y a de la profondeur. On sent qu'il y a des épices. Alors, honnêtement, je ne ferai pas trop la distinction entre les différentes huiles en termes aromatiques. Parce que, justement, les autres ingrédients vont apporter aussi leur touch. Et c'est un peu difficile à un moment de distinguer chaque chose. Mais je vais quand même vous lire la liste des ingrédients, vous allez vite vous rendre compte de tout ce qu'il y a là-dedans. Huile d'olive extra vierge de Kalamata, huile d'olive vierge maturée, de l'huile de colza bio, vinaigre balsamique de Modène, vinaigre de Xérès, pulpe d'ail, sel, jus de citron, huile vierge de noix, vinaigre de cidre bio, persil, racines de gingembre, curcuma, paprika, cumin, sel de Guérande, poivre noir. Il y en a des choses, hein. Il y en a des choses. Et ça fait quelque chose d'unique et harmonieux en bouche. Et oui, alors j'ai rien là, j'ai rien. Et ça, je me dis sur une salade d'endives. Alors c'est pas du tout la saison, hein. Mais sur une salade d'endives, ça doit être superbe. Mais sur plein d'autres types de préparations où une vinaigrette pourrait être intéressante. Et je me demande comment ça réagirait même dans la cuisine, en finition. Typiquement, si vous prépariez un sétan grillé à la poêle, simple, et que vous alliez déglacer avec ça, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de vraiment original et qui change la donne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est une très belle découverte. C'est très bon. Et j'en ferai bon usage. Donc, est-ce que par hasard, parmi vous, il y en a qui ont eu l'occasion de goûter? Parce que oui, si je vous parle de ça, c'est pas juste parce que c'est une vinaigrette. C'est parce que c'est comme un vrai produit vegan que vous avez pu découvrir pour ceux qui ont été au Veggie World, enfin les derniers Veggie World, parce qu'il y avait un stand. Donc voilà, pas par hasard. Mais en tout cas, moi, mes papilles sont enchantées.
Si vous êtes habitué de longue date à ce journal d'un vegan, vous savez que chaque semaine, je vous recommande un petit point culturel d'une série ou d'un film que j'ai apprécié, que j'ai regardé sur une plateforme, souvent Netflix, mais pas que. Et je trouve ça super sympa de partager avec vous ce genre de choses. Mais de manière générale, je vous présente un peu mes coups de cœur. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mes flops du moment. Parce que je dois avouer que les derniers trucs que j'ai regardés m'ont laissé plutôt dubitatif sur la qualité générale, et je me suis dit que si je pouvais vous épargner de perdre du temps, bah c'était aussi bon de service. Voilà. Alors, bien sûr, ça n'engage que mes goûts. Ça ne veut pas dire que si vous avez apprécié le film, que vous avez mauvais goût, pas du tout. Mais pour ceux qui ont cette tendance à se référer justement à ce que je vous recommande et qui apprécient, on devrait donc avoir des valeurs communes, et il y a des probabilités que ce dont je vais vous parler ne vous enflamme pas plus que moi. Voilà, donc partageons sans plus attendre. Et je vais commencer avec un film qui vient de sortir sur Netflix. Bon, d'ailleurs, je pense que tous les films dont je vais vous parler sont sur Netflix. À vérifier. On verra. Le film très tendance, il y a même des affiches sur les abribus à Paris. C'est Murder Mystery 2. Alors, ça veut dire qu'il y a eu un 1 que nous avons vu, et franchement, j'avais trouvé ça sympa. Pas forcément le plus grand film d'enquête du monde, mais il y avait une dynamique et j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'en ai gardé un bon souvenir. Donc quand j'ai vu le 2 se présenter à moi, dans mes recommandations, je dis « Ah tiens, chouette !» Donc c'est un film avec Jennifer Aniston et Adam Sandler, donc on est sur du gros casting. Mais voilà. Alors, Murder Mystery, c'est un peu, encore une fois, cette histoire d'enquête en huis clos, un peu comme à couteau tiré. Et bien justement, là, on souffre de la comparaison parce qu'à couteau tiré, c'était vraiment super, c'était agréable. Et là, c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Je comprends pas. L'idée de meurtre, il n'y a pas vraiment de meurtre, c'est plutôt un enlèvement. Donc Murder Mystery, on ne sait pas pourquoi ça garde ce titre. Ensuite, c'est un jeu très exagéré, les situations sont improbables, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de mystère, justement. Mystery, non seulement il n'y a pas de meurtre, mais il n'y a pas non plus de mystère. On comprend très vite ce qu'il en est. Enfin, si vous êtes perspicace, vous allez très vite voir ce qui se passe. Et il n'y a pas d'enquête. C'est juste un enchaînement d'actions, de circonstances. Il n'y a pas de réflexion. On n'est pas dedans à se dire « Ah, on réfléchit jamais. » On ne réfléchit jamais. Voilà, on se laisse porter par un flot d'images assez rapide, avec des cascades, de l'action, des gags plus ou moins heureux. Et alors on s'ennuie pas. Ce serait mentir de dire qu'on s'ennuie. Mais on s'en sort pas grandi. Et il y a même un moment où on se dit, bon, ça va, ça s'arrête quand? Parce que bah, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Donc voilà, je n'ai pas du tout aimé ce film. Voilà. Pourtant, encore une fois, j'ai bien aimé le premier. Laura non plus n'a pas accroché, hein. Ça n'a pas été un grand moment de cinéma pour nous. Et voilà. Et si c'était tout? Parce qu'il y a d'autres films dont je vais vous parler. Seconde déception, il s'agit de Spiderhead. Alors Spiderhead, ça avait tout sur le papier pour me plaire, puisqu'il s'agit d'une thématique un peu cyberpunk. On est sur un pénitencier expérimental où des prisonniers volontaires subissent une sorte de programme de réinsertion lié à des mélanges de certaines drogues pour contrôler leurs émotions et les aider à aller mieux. Et donc c'est dirigé par un directeur. Et ce directeur donc va prescrire les dosages des différents produits, sachant que chaque prisonnier a une sorte de greffe avec des injections qui sont programmées à distance et que voilà. Jusque-là, on se dit
pourquoi pas, pourquoi pas. Et il y a un petit côté, je trouve, un peu Orange Mécanique sur le côté punitif. Mais jusque-là, on se dit c'est plutôt intéressant. Le début du film, je l'ai trouvé plutôt appâtant, donnant envie d'aller plus loin. Sauf que, je vous spoil ou pas en fait non, quand même pas. Bah, en gros, le directeur, il fait des expériences, comme on s'en doute, qui sont pas forcément les plus éthiques du monde, et il fait faire des choses grâce aux drogues aux prisonniers qui sont pas cool, et il commence à se rebeller, et forcément, bah, ça part en cacahuète. Voilà. Donc, le sujet part encore une fois en film d'action un peu creux. Il n'y a plus grand intérêt justement au côté expérimental. Il n'y a pas de caractère un peu psychologique ou sociologique. Il n'y a pas de philosophie derrière. Enfin, le sujet de base se prête à tout ça. Et en fait, on part sur un truc vu et revu, sans grande saveur. Et la fin qui n'en finit pas aussi. Alors c'est peut-être leur principe. Quand on commence à s'ennuyer parce qu'on n'accroche pas un scénario qui est quand même très maigre, ben, à un moment on s'ennuie. Donc je sais pas si c'est le cas, mais là, franchement, moi je l'ai bien ressenti et je me suis dit, bon, next. Ben, d'ailleurs, next. Ok, on continue. Alors là, nous sommes encore sur un film alors plutôt romantique, léger, c'est Toi chez moi et vice-versa, un film avec Reese Witherspoon et Ashton Kutcher. Donc, moi qui suis grand fan de teen movie, et j'aime bien, j'avoue, j'aime bien les comédies romantiques, et ben je me suis dit, ah chouette, des acteurs que j'aime bien, ça va bien se passer. Et bon, en gros, elle est sur la côte ouest, style, je crois que c'est San Francisco. Lui, il est à New York. Ils ont eu une histoire ensemble quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Ils se sont perdus de vue tout en restant complètement amis. Ils ont fait leur vie de chacun de leur côté. Voilà, on a la trame d'une comédie romantique. Et il se trouve que elle va se retrouver à devoir aller à New York et il lui propose de lui prêter son appartement. En échange, il va aller faire le babysitter pour son gamin à elle, qui est un jeune ado. Et jusque-là, on se dit, bah, ok, voilà le contexte. C'est chouette. Bah, sauf que bah, il se passe rien d'intéressant, il se passe rien d'intelligent, il se passe... il n'y a pas d'émotion, c'est facile, c'est ultra facile, c'est très déceptif. La conclusion, on la connaît dans les 5 minutes après le générique, parce que forcément, c'est du happy ending, et il n'y a pas de rebondissements qui nous feront croire que, bah oui, non, bah... Enfin, c'est des mécaniques vues et revues, et à un moment c'est fatigant, et à un moment il faut savoir se renouveler, c'est pas parce qu'on veut faire des films légers qu'on doit pas le faire avec soin. Et là franchement, même si j'ai pas été déçu par la prestation des acteurs, parce que c'est exactement ce que j'attends d'eux, c'est le scénario, c'est la consistance du scénario. Je me dis, bah, à un moment il faut faire autre chose, c'est plus possible. Ensuite, nous passons à Synchronic. Synchronic. Encore une fois, on est sur une sorte d'enquête. Bon, concrètement, les deux personnages principaux sont des ambulanciers qui travaillent avec la police, donc ils vont aller chercher, généralement quand il y a un fait divers, ils vont aller chercher les corps ou les blessés, hein, bon, tout simplement. Et il y a une sorte de nouvelle drogue qui circule en ville et qui fait des ravages chez les jeunes avec des disparitions. Et cette drogue s'appelle le synchronique. Alors là, on se dit, ah, intéressant, intéressant. Puisque cette substance donnerait accès à une autre réalité. Et non pas dans le sens hallucination, mais réellement accès à quelque chose d'autre. Elle dit, ça me plaît bien. Bon. Et puis, ben, finalement,
On ne sait pas pourquoi cette substance finalement fait voyager dans le temps. Ça n'a ni queue ni tête. Et les gens disparus se retrouvent simplement coincés dans une autre période du temps. Sachant qu'en gros, si vous n'êtes pas exactement au mètre près, à l'endroit où vous étiez au moment où vous avez pris la substance, vous avez que 5 minutes devant vous et voilà, si vous éloignez, vous n'êtes pas dans les 5 minutes de retourner au même endroit, bah, vous partez pas. Déjà, voilà, c'est problématique. C'est des règles, mais d'où ça sort? Pourquoi 5 minutes? Pourquoi exactement là? Pourquoi une drogue fabriquée par un scientifique, hein, donc c'est dans un but récréatif, hein. Pourquoi est-ce que ça aurait des pouvoirs quasi magiques? Enfin, c'est plus de la science-fiction. Pourquoi? Il n'y a aucune explication, c'est pas creusé. Et finalement, voilà, on se retrouve à avoir un scénario qui partait bien avec des bonnes idées, mais qui est vide de sens. Il n'y a aucune explication à aucun moment. Pourquoi ça se passe comme ça? Alors, il a des aspects sympathiques, le film, les acteurs sont bons, enfin, c'est bien réalisé. Mais la faiblesse, elle est scénaristique, une fois de plus. Et à un moment, on se dit, ouais, bon, mais on accepte que ça n'a pas de sens pour mieux savourer le film, mais je trouve ça dommage, parce que c'est un peu bêtifiant à un moment de voir que ce qu'on imagine va arriver. Je vous promets que j'ai pas un imaginaire si fou, hein. Mais généralement, sur des films où il y a des faiblesses, bah moi je me projette dans tout et je me dis bah oui, bon bah voilà, je sais ce qui va se passer. Bah là, pareil. C'était couru d'avance. Bon, je vous dis rien, parce que à la limite, il se laisse regarder. Mais vous allez vite vous rendre compte de ce dont je parle, sur les défauts, et dire ah, voilà. Bon. Sans plus. Vraiment sans plus. Allez, je finis, parce qu'on va pas en faire non plus... je pourrais continuer longtemps, vous me direz. Hein. Je finis avec un cinquième et dernier film. C'est un film coréen, pour une fois, et c'est Jong-i. Et Jong-i, c'est un film de SF, encore une fois sur une thématique cyberpunk. Ah, forcément, hein, dès que je vois le mot cyberpunk dans les hashtags sur Netflix, je regarde. Ah là là, je devrais m'abstenir parfois. Mais... concrètement, vous êtes dans un futur en Corée et il y a de l'intelligence artificielle, très tendance, n'est-ce pas? Et de la cybernétique. Et en gros, on va suivre une entreprise et donc surtout une scientifique qui fait des tests autour d'un prototype de cyborg dans lequel on met une IA à des fins de défense militaire. Voilà. Donc, ah, intéressant, voilà. On n'est pas dans le Terminator, hein. C'est pas, on pourrait croire que, mais non, non. On est dans ça et on sait que voilà, c'est un monde un peu futuriste avec une véritable histoire. Enfin, il semble y avoir un background qui est un peu fouillé, avec un grand leader qui est d'ailleurs un des protecteurs de cette scientifique. Et la scientifique elle-même va utiliser comme IA un enregistrement de sa propre mère, qui était un super soldat. Déjà, ça commence à dire, ouais, ok, bon, ils se connaissent tous, enfin, c'est un peu easy, quoi, comme situation. Bon, bah, bien sûr, tout ne va pas se passer comme il faut, et puis les intentions des uns et des autres ne sont pas ce qu'elles sont, et puis le poteau rose arrive très rapidement, et d'un coup, un seul, ça part en explosion, en course-poursuite, en course de cyborg invincible qui se tapent les uns sur les autres. C'est nul. Pourtant, franchement, moi je suis très client de ce genre de sujet, et le début, je me dis, ah ouais, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Mais très vite, j'ai fait, ouais. Bah non, en fait, hein. Ça va pas bien se finir, cette histoire, pour moi. Et comme toujours, hein, moi, quand je commence un film, je vais jusqu'au bout, parce que j'ai déjà eu des surprises dans ma vie de films qui commencent moyen, puis on se dit, ouais, bof, et tout d'un coup, il y a un twist, fait, waouh, génial. Toute cette partie un petit peu ennuyeuse ou pas terrible, elle était totalement nécessaire au développement de l'histoire, et on le comprend, mais il fallait aller jusqu'au bout pour mériter cette révélation qui fait que d'un coup, c'est waouh.
Et donc voilà, j'ai ce réflexe de toujours regarder les films jusqu'au bout. Je devrais parfois suivre mon instinct. Parce que là c'était vraiment très, très, très indispensable. Bon, voilà les amis, j'en ai fini avec ce top flop 5 des films Netflix que j'ai trouvé médiocres. Si vous les avez aimés, encore une fois, tant mieux. Je vous souhaite pas de vous être ennuyé ou d'avoir pris du déplaisir et perdre votre temps. Voilà, tous les goûts sont dans la nature et il faut l'accepter. Maintenant, pour ceux qui ont plus ma sensibilité, bah, sachez que c'est évitable, c'est évitable. Cela dit, vous pouvez me laisser dans les commentaires si vous avez déjà vu ces films et que vous avez eu un sentiment commun. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Bon, à force, vous commencez à le savoir, j'ai quand même une petite attirance culinaire envers tout ce qui est gastronomie asiatique, au sens large, quel que soit le pays, la culture, généralement, ça me plaît. Même si c'est très diversifié, hein, que ce soit de la Chine, du Vietnam, du Japon, de la Corée, etc., etc. À chaque fois, je me régale. Et là, aujourd'hui, nous sommes au Petit Cambodge. Alors, ce nom vous évoque peut-être quelque chose. On va en parler très rapidement, mais ça fait partie des restaurants qui ont été victimes des attentats de Paris, pour mémoire. Donc, si ce nom résonne en vous, c'est qu'il y a une raison qui n'est pas forcément la plus heureuse. Et là, on est là pour la cuisine. Il y a 3 restaurants à Paris. On en était dans un. Je vais quand même poser la question de savoir est-ce qu'il y a des différences de cartes selon les adresses. Je ne sais pas, mais ça, on le saura dans un instant. Et donc voilà, le Petit Cambodge, nourriture apparemment à la fois traditionnelle, mais avec un petit twist. Et la carte est assez végé-friendly. Alors attention, je mets bien végé-friendly parce qu'il y a des plats qui sont tous marqués avec un petit V, une petite plante pour dire végétarien, et on ne sait pas si c'est vegan. Donc il faut poser la question. J'ai repéré rapidement 2 trucs où il y avait des œufs, mais demandez, ils savent, et ils savent exactement quoi chercher. Donc il n'y a pas de souci, il y a du choix. Maintenant, faisons ce choix. Bon, on va commencer par se mettre bien. Une petite citronnade maison avec du gingembre et de la menthe. Petit mélange que j'apprécie généralement beaucoup. Yes. Ça va. C'est pas trop sucré. Le citron est bien vif. Il y a juste ce qu'il faut de gingembre. Et il y a la menthe qui rafraîchit l'ensemble. Bon, c'est conforme à ce que j'attendais. C'est très bon. Alors, là, sur le coup, on n'est pas très, très originaux. Mais il y a des pâtés impériaux, on en avait envie. Et puis bon, tout est fait maison, hein, donc voilà, on sait que c'est pas du surgelé qui sort de chez Tang. Donc c'est l'heure de goûter. Je trempe dans la sauce, qui ne contient pas de gnoc nam. Elles sont très savoureux. Un beau mélange au niveau de la farce. Le croustillant est vraiment bon. Et la galette est pas grasse, c'est super bon. Alors, vous pouvez commander entre 4 et 6 pièces de mémoire. Donc on n'a pris que 4 parce qu'on a une autre entrée qui pourrait être un plat. Mais on est curieux et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais voilà, pour la mise en bouche, 2 petits pâtés impériaux, je trouve ça très bien. Passons à cette spécialité de la maison que je vais découvrir parce que je n'ai jamais mangé ça. C'est un Banh Chaev et c'est une spécialité vietnamienne qui est une des originalités par rapport aux spécificités que vous trouvez dans ce restaurant-là. C'est dans ce Petit Cambodge. De toute façon, vous aurez l'adresse en barre d'infos.
Et ils ont un peu plus de plats végés de manière générale. Et ça, c'est banchay, qui c'est une crêpe à base de lait de coco et de curcuma. C'est un truc qu'il n'y a que ici. Donc si ça vous fait de l'œil, c'est dans ce petit Cambodge uniquement qu'il faudra aller. Bon, maintenant, on va découvrir ça. C'est la version au tofu fumé. Et ça a l'air super bon. Alors ce plat, on nous a expliqué comment le consommer parce que c'est une version adaptée d'un plat street food. Et en gros, ça se mange un petit peu comme les nems traditionnels. Bah, comme vous avez pu le voir, j'ai enrobé moi mon pâté impérial avec une feuille de salade et à l'intérieur j'ai mis un peu de menthe. Et bah c'est à peu près pareil. Là on a différentes herbes fraîches comme du chiseau pourpre et du basilic thaï et de la menthe. Et on a de la grande feuille de laitue et il va falloir couper un morceau de notre banchay, le mettre dedans, l'enrober et faire une bouchée. Alors, ça se personnalise. Bon, bah c'est parti, c'est une première. J'ai réussi à faire quelque chose d'assez propre, j'avoue. C'est un tour de main, hein. Je vous dirais pas que c'est facile, mais c'est ludique. Je vais tremper dans la petite sauce adaptée, qui est une sauce sweet and sour. Salut Marie. Et avec un peu de piment, donc ça pas pour Marie. Mmh. Il se passe beaucoup de choses en bouche. Hein. Je vais parler. Bon, concrètement, à ce banchay, donc il y a du tofu fumé, comme je vous l'ai dit, mais nous avons aussi des pousses de soja, de l'oignon qui a été cuit, aussi de l'oignon vert dans sa longueur, et on a cette crêpe. Et franchement, elle a une tendresse et un petit goût particulier que je ne connaissais pas. Bon, on a le traceur du curcuma, mais c'est pas à outrance. Et c'est super bon. Bon, alors cette première portion, voilà, je l'ai fait dans les règles de l'art, comme vous l'avez vu avec la salade, et j'avais choisi de mettre uniquement du basilic thaï, parce que c'est quelque chose que j'affectionne. Et ça fonctionne bien, ça donne vraiment de la profondeur. Et puis, vous le savez, hein, moi c'est une herbe que j'aime beaucoup, c'est un aromate que j'affectionne tant. Donc là, je me fais plaisir. Mais maintenant, deuxième version avec le chiseau pourpre et une petite sauce piment maison qu'on m'a amenée. Bien sûr, je vais lui faire honneur. Allez. Mmh. Avec le chiseau, c'est carrément différent. Ah, la petite sauce pimentée, elle est bien pimentée, comme j'aime. Bon. Et bah, ce plat que vous pouvez prendre en entrée, c'est validé. Alors, après les entrées, les plats. C'est presque une fatalité. Nous avons choisi, alors Laura a pris le natin végétarien. C'est un ragoût à base de tempeh. Donc ça, c'est original, parce que le tempeh cuisiné dans la restauration, généralement, c'est rare. Donc j'étais bien tenté aussi, mais il y a un curry de légumes au lait de coco avec quelques piments dedans. Donc moi j'ai choisi plutôt ce plat et on va quand même partager, goûter. Hein. Donc entamons les hostilités. Allez, voyons. Mmh. Ah c'est, les légumes sont bien confits. Il y a de la carotte, de la pomme de terre, de l'oignon, du poivron. Il y a un peu de tomate, il y a de la courgette, beaucoup de coriandre. Je vous préviens, hein, pour les personnes qui n'aiment pas la coriandre, c'est pas le plat à prendre. Hein. Et c'est très capiteux. Le lait de coco est vraiment une valeur ajoutée sans être écœurant. C'est bon. Niveau piment, c'est gentil. Hein. Alors je pense que si vous aimez les trucs qui ont une toute petite chauffe, ça ira, sans problème. Alors voilà, on est sur un plat de légumes, hein, mais bien cuisiné, bien mijoté avec du caractère. C'est très agréable.
C'est marrant, j'y retrouve presque des touches un petit peu méditerranéennes de ratatouille, mais avec un twist asiatique. Bon, voilà. Et c'est très bon. C'est très bon. Donc je regrette pas du tout mon choix. Je mange un petit peu, et puis j'ai quand même goûté le tempeh de Laura. Faut que je sache ce que c'est que ce latin. Alors, voyons. Mmh. Le tempeh est très tendre, moelleux. Mmh. La sauce est assez riche en saveurs. C'est des goûts que je connais pas forcément d'ailleurs. Ils ont un petit truc. Il y a un mélange d'épices qui est très agréable. On a la cacahuète concassée par-dessus. C'est servi dans les deux cas avec une portion de riz blanc à côté. Là aussi, il y a beaucoup de coriandre. Je suis désolé hein, pour ceux qui n'aiment pas ça. Mais c'est délicieux. Franchement, alors c'est vraiment coupé en tout petits morceaux hein, le tempeh. Ouais, c'est de la belle cuisine. Bon, j'ai quand même goûté le riz comme ça. Hein. Le test du riz, c'est toujours important. C'est bien, c'est bien. Bon, après le plat, vient le dessert. Sauf que, c'est pas qu'il n'y a pas d'option végane à la carte. Non. Vous avez le délice à la banane, qui est un velouté chaud de tapioca, banane cuite avec du lait de coco. Il y a de l'ananas frais, il y a du gingembre confit, des nougats mous au sésame cacahuète, j'adore ça. Des litchis au sirop. Ok, donc il y a des options. Mais on n'a plus faim. Plus du tout. Donc ce serait gâché. Donc on s'abstient. Mais si vous avez envie de finir sur une note sucrée, sachez que c'est possible. Alors, conclusion de cette expérience du jour, très positive, très positive. On est sur une belle cuisine avec des bons produits, beaucoup de caractère, une pointe d'originalité. Je me suis laissé surprendre par les saveurs. Voilà, c'est une bonne adresse et je pense que le succès est mérité. Parce que c'est pas la première fois que j'entends parler du petit Cambodge en me disant oui, mais il y a des trucs véganes sympas. Je dis oui, bon. Eh ben oui, eh ben oui. Par contre, je vous le dis tout de suite, nous on est arrivé à midi pile, il y avait personne, on était tranquille. À midi 30, ça commençait à charger. 13h, c'est plein. Donc prévoyez, arrivez pas à la dernière minute, sinon vous risquez d'attendre un petit peu. C'est pas bien. C'est pas bien parce que là je me retrouve malgré moi à avoir des a priori négatifs. Bah pourtant, personne m'a obligé à l'acheter, donc il faut assumer maintenant, mais ça faisait longtemps. C'est le retour de Révolu Green, avec un produit que je n'ai jamais goûté, à savoir des steaks à burger végétaux. Et ben, vous le savez, à force, hein, au fil du temps, tout ce que j'ai pu goûter chez Révolu Green m'a quasiment toujours déçu pour différentes raisons, à de rares exceptions près. Et oui, j'ai un peu un a priori. Et je ne veux pas avoir l'a priori, je veux être objectif. Donc on va tester. Mais déjà, j'avoue que ça part mal. Ça part mal parce que on est déjà sur les steaks à burger. Les deux font 150 grammes. C'est léger. Quand on regarde, c'est petit. C'est petit et c'est pas long. La couleur est béjasse. C'est pas attractif. Alors effectivement, on est très très loin d'un visuel à la Beyond Meat. Et ok, ça me va. Hein. Il n'y a pas que Beyond Meat dans la vie, loin de là. Mais voilà, je trouve pas ça extrêmement réussi au niveau du visuel. Et surtout, c'est fin. Enfin, je vais vous montrer, je vais le sortir. C'est fin, c'est petit. 150 grammes. Pour 2 personnes. On va pas aller loin. Et d'ailleurs, je regarde le tableau nutritionnel et bon bah voilà, hein, pour 100 grammes, c'est 11 grammes de prot. Pour 75 grammes, je vous laisse faire le calcul, ça va faire léger, ça va faire très léger. Bref,
Au-delà de toutes ces considérations, j'espère, je souhaite que ce produit soit une belle surprise gustative, avec une texture qui me plaise et un goût qui me fasse faire des bons au plafond. Bon, allez, sans aller jusque-là, juste que ce soit bon, que ce soit cool, ben, j'en serais ravi. J'ai aucune envie d'enfoncer Revolu Green, c'est pas du tout mon objectif. Alors, je vous montre justement la finesse. Voilà. Je mets 2 steaks. Alors ça, c'est la taille d'un steak normal, en fait. En fait, non, il faut diviser par 2. Voilà. C'est ça. C'est ça. Alors, quand on retire le plastique, c'est un peu plus agréable de voir le marquage par-dessus. Maintenant, voyons l'odeur. C'est neutre. Une odeur légèrement ronde. Je vais pas dire sucré, mais c'est un peu rond. Et on reconnaît vaguement une odeur de protéines végétales, mais c'est... Voilà, c'est pas fort du tout. Il n'y a pas de caractère qui se dégage, effectivement. Je vais lancer la cuisson, donc quand même, je vais suivre les instructions. Micro-ondes, bah non. Poêle, ajouter quelques gouttes d'huile au goût. Ok. Chauffer à feu moyen élevé pendant 1 minute de chaque côté. Donc on est déjà sur une cuisson très rapide. 2 minutes de cuisson, impec. Le micro-ondes, c'est pareil d'ailleurs. Hein, c'est 2 minutes, donc c'est pas un gain de temps. Ce sera juste une autre cuisson. Puis bon, là je pense que ce sera quand même plus intéressant d'avoir un truc qui est un peu plus grillé. J'espère. Je vais me conformer aux instructions. La poêle est chaude, donc quelques gouttes d'huile. Bon, je vais mettre un filet, quoi. C'est bien, hein, faut pas exagérer. Des gouttes. On va aller où avec des gouttes? Voilà, c'est pas abusé. Au moins, je couvre tout le fond de la poêle. Le feu moyen fort. Voilà. Et on y va. Je dépose les 2 steaks. Et ça grésille. Et je lance un minuteur. 1 minute par face. Allez hop, 1 minute. Voilà, ça n'a pas l'air mal, hein. Ça a bien doré rapidement. Et c'est reparti pour 1 minute de plus. Et voilà, temps de cuisson respecté, on débarrasse. Pas une seconde de plus. Hop, allez, voyons ça. En fait, la couleur fait beaucoup plus penser à, je sais pas, un steak chicken, etc. C'est assez ferme hein, sous le couteau, j'avoue. Il n'y a pas de côté juicy, mais bon, pourquoi pas. Hein. Si l'idée c'est de reproduire une viande blanche, on est plutôt bien. Hein. Et voici venu le temps de la dégustation. Il n'y a pas eu de développement au niveau olfactif. Hein. C'est toujours assez neutre, ce qui n'est pas rassurant pour la suite. Mais j'accepte d'être surpris maintenant. Bon, bien que je ne le fasse pas exprès, je pense que ma tête vaut mieux que d'un long discours. C'est pas mauvais. C'est pas bon. C'est neutre. C'est pas fade. Mais il n'y a rien qui ressort. La texture est presque un peu sèche à cœur, et pourtant j'ai vraiment respecté, hein, 2 minutes, pas plus. Ça manque de gourmandise, ça exprime pas grand chose. Je me dis que ça, dans un burger avec une sauce, avec les cornichons, la salade, du ketchup, du fromage fondu, un pain un peu brioché, enfin, un truc... Bon, ça passe totalement inaperçu, on s'attarde pas du tout sur la qualité du steak. On aura juste une texture qui est pas forcément celle recherchée. Pour moi, si l'idée c'est de faire un simili steak à burger façon bœuf, c'est totalement un échec. Si l'idée c'est de faire plutôt un steak façon chicken,
ouais, un peu mieux, mais bon, ça casse pas des briques. Voilà. Donc, je suis désolé, mais c'est encore un échec cuisant. Vous en avez sans doute entendu parler, parce que c'est passé un peu dans les actus en France. Il y a un projet de loi qui est d'ailleurs qui a été déposé pour encadrer le métier d'influenceur en France, suite à divers scandales, escroqueries, etc. Et personnellement, sur le papier, je trouve ça super. Mais j'ai téléchargé le guide correspondant pour voir de quoi il en retournait. Et à ma grande surprise, j'ai découvert que si les textes passent tels quels, je suis considéré comme un influenceur. Et alors là, bon, je n'avais pas la même définition, on va dire. Je vous explique. Pour moi, je suis, bon, ok, auteur culinaire et créateur de contenu. Donc, je crée du contenu sur des réseaux sociaux, principalement YouTube, comme en ce moment, et bah, on va dire presque par hasard, j'ai des partenariats, j'ai des opérations professionnelles qui se greffent autour de mon contenu. Mais c'est le contenu, avant tout, qui va donner envie à des marques de me faire confiance ou d'engager sur quelque chose de plus fiduciaire à un moment ou à un autre. Donc, c'est chouette. C'est pour ça que c'est un métier, créateur de contenu. Vous avez aussi toujours l'opportunité d'avoir des marques qui veulent que vous créez du contenu pour eux spécifiquement, soit dans le compte du créateur, soit sur leur propre compte. Il y a plein de choses qui se font. Mais le but n'est pas d'influencer les gens. Le but est de donner de l'information et de donner effectivement un soutien financier via de la publicité plus intelligente. Jusque-là, pour moi, ça me paraît tout à fait cohérent et convenable. Mais j'ai peut-être un regard sur le métier d'influenceur qui est beaucoup plus sombre et péjoratif, parce que pour moi, le terme même influenceur, c'est quelqu'un qui veut essayer d'entrer dans l'esprit des gens pour influencer leur choix. Il ne leur donne pas de l'information, il n'essaye pas de guider leur réflexion, ou de leur donner quelque chose de plus dans leur vie qui permettra une amélioration. Non, il essaye finalement de manipuler un mental à des buts plus ou moins louables, et donc à des buts mercantiles. Bah oui, hein, on va pas se mentir. Et pour moi, clairement, l'étiquette influenceur, elle se colle sur des gens qui ne sont pas des créateurs de contenu, à l'origine, mais qui vont créer du contenu comme des mercenaires au gré des partenariats qu'ils ont, mais non pas parce qu'ils ont quelque chose à dire, mais simplement parce qu'ils ont l'opportunité d'être payés pour dire quelque chose. Donc ce sont des supports publicitaires qui, de manière assez fourbe, vont vous influencer et vous faire croire parfois, de manière détournée, que les produits sont vraiment cool et que votre vie serait tellement mieux avec que sans. Voilà. J'ai un peu du mal à me dire que, officiellement, j'ai à avoir l'étiquette d'influenceur et être mis dans cette case, alors que c'est pas du tout ce que je fais. Enfin, j'espère que vous vous en rendez compte que c'est pas ce que je fais. Enfin bref, je suis plutôt ravi de voir que ce type de nouveau métier, qui est donc, on va dire, la création de contenu, soit enfin étudié et légalisé, non plus laissé dans une sorte de flou où on se rattache à quelque chose ou à un autre selon le gré du vent. En toute transparence, moi, quand je me suis lancé et que donc je suis en mode d'auto-entreprise, la catégorie professionnelle que j'ai pu choisir à l'époque, c'était blogueur professionnel. Bah oui, ça existait. Alors oui, effectivement, je ne faisais pas du blog, puisque je fais plutôt de la vidéo ou de l'Instagram, donc c'est pas du blog. Mais c'était la profession la plus proche, et il faut savoir que ces professions, ces codes,
c'est des trucs un spectre assez large, quoi. C'est pas des termes forcément hyper précis. Mais cela dit, voilà, je me suis dit, bah, blogueur professionnel, ça colle. Finalement, ça colle. Je fais du contenu sur Internet comme un blogueur professionnel. Tout va bien. Et puis, c'est un jour, ça a changé. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont supprimé la notion de blogueur professionnel. Peut-être parce que les blogs sont plus forcément un modèle. Quoique, ça revient. Mais bon, bah, voilà, il y a eu un moment où c'était plus très intéressant. Et je sais pas pourquoi ils ont changé et cette catégorie a disparu. Et je me retrouve, accrochez-vous bien, dans la catégorie à présent des entreprises de presse. Alors, autant vous dire que bien que j'ai un passé de journaliste et de rédacteur en chef, que je fais de l'information sur Internet en vous faisant des tests de produits, des reviews, tout ça, effectivement, c'est du contenu qu'on pourrait retrouver dans un magazine. Ben, je suis pas une société de presse. Bah non. Je suis pas journaliste. Alors, je suis critique, certes, mais je suis pas journaliste. Enfin, c'est compliqué, enfin, de se revendiquer comme un organe de presse, alors que je fais des vidéos sur YouTube et des posts sur Instagram. C'est pas... Enfin, je sais pas. Ça me paraît très très bizarre. Mais j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix. Donc, quelque part, si le prochain code professionnel est influenceur et que les charges sociales soient calculées sur ça et qu'on ait donc des droits et des devoirs correspondants, je suis ravi. Ça veut dire que la profession est validée, elle est officielle, elle existe, elle est reconnue, et on a un cadre juridique très clair. Et ça, c'est parfait. Bon, et concrètement, parce que je me doute que c'est un problème, moi, qui me touche, et qui, peut-être pour certains qui me regardent, qui font le même métier que moi, parce que je sais qu'il y en a, consoeurs et confrères, je pense que ça vous intéresse, parce que nous sommes concernés, mais j'estime que vous, en tant que simple spectateur, en tant que communauté de réseaux sociaux, c'est important que vous sachiez exactement de quoi il en retourne. Parce que c'est maintenant que vous allez pouvoir distinguer les mauvais élèves. Parce que maintenant que c'est encadré, bien qu'il y ait déjà des obligations auxquelles j'ai été déjà au fait, bah maintenant, il va y avoir aussi des sanctions. Et oui, donc peut-être que les fameux influx voleurs vont finalement disparaître ou être sanctionnés. Alors bon, soyons honnêtes, hein, dans le milieu vegan, voilà, on a été très épargnés. Je n'ai pas vu passer des gens qui essaient de vous vendre des formations bizarroïdes en développement personnel ou de la chirurgie esthétique ou vous faire miroiter que des investissements sur des apps un peu obscures vous ferait rendre très riche en 3 mois, ni des tisanes minceurs. Enfin, je pense que on est quand même dans une certaine éthique de manière générale et qu'on fait pas n'importe quoi. Enfin, sauf si vous avez vu passer des trucs, mais moi pas. Donc, je pense qu'on est un peu épargné. Par contre, vous le savez certainement, et j'aime bien préciser les choses, parce que de temps en temps, il y a des mots qui passent dans les commentaires, moi, qui me... Quand on parle de publicité, par exemple, oui, je fais de la publicité quand j'ai un partenariat, parce que je suis rémunéré pour vous parler d'un simili-carnet ou ce genre de choses. Et dans ce cas, bah, vous allez en barre d'infos, il y a bien marqué avec qui il y a le partenariat. Souvent à la caméra, je le dis, avec qui j'ai un partenariat quand ça s'y prête. Et dans tous les cas, j'utilise depuis toujours les outils mis en place par les plateformes pour signaler que la vidéo ou le post contient un contenu enfin, il y a une rémunération ou enfin, il y a des termes différents sur les plateformes. Mais j'active toujours pour que tout le monde soit informé en toute transparence. Et dans tous les cas, c'est écrit. En tous les cas, je respecte ce qui était la règle officielle, ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde, même chez les véganes. Bah, on va dire que c'était certainement plus de l'ignorance qu'autre chose, que c'est pas de la malhonnêteté. Mais aujourd'hui, tout le monde va avoir l'obligation stricte de bien
dire qu'il y a des partenariats, de bien utiliser les fameux outils intégrés dans les plateformes, et que ce soit en toute transparence. Voilà, qu'on ne puisse pas dire que voilà, on vous a menti, on vous fait croire que, et en fait, bah non, c'est de la pub. Et ça, je trouve que c'est très bien que ce soit enfin encadré, et ça va avec des... Il n'y a pas de jurisprudence, et ça va quand même avec des peines style 200 000 € et 3 ans de prison, hein. Donc tout ça pour pas avoir cliqué sur le bouton partenariat, je pense que ça va faire réfléchir certains. Mais je me rends compte que j'ai digressé dans ce flot de pensées spontanées avec vous, comme toujours. Je vous disais, oui, dans les commentaires, il y a souvent le terme pub qui revient en me disant ah, tu fais la pub pour tel produit. Machin. Et pour moi, sincèrement, je considère que je ne fais pas de publicité, mais de l'information. Quand je vous parle d'une marque que je teste, mon but n'est pas de vous faire acheter quoi que ce soit. Mon but est de vous donner un étendu des possibilités du marché vegan en France, de vous donner une opinion la plus objective dans mes analyses pour que vous sachiez si ça vous intéresse ou pas. Il n'y a pas d'idée de vous présenter des choses avec cette notion souterraine de j'insuffle quelque chose dans votre esprit pour que vous achetiez, que vous en ayez absolument envie. Pas du tout. Je pense que d'ailleurs, ma manière de faire n'est pas confuse. Voilà, j'analyse les choses, je vous dis ce que j'en pense, vous en tirez vos propres conclusions, je recommande ou je recommande pas, selon, et puis tout va bien. Mais pour moi, quand on parle de pub, ça veut dire qu'il y a rémunération. Faire un acte de publicité, c'est pas une recommandation, c'est je suis payé par une marque pour vous présenter quelque chose. Ce qu'on a dans le cadre de partenariat. Et encore, il y a une manière de faire pour que ça reste objectif et sincère. Bref, j'ai quand même le sentiment que le mot publicité est un peu utilisé à tort et à travers sans que ce soit vraiment. Parce que si vous allez par là, à chaque fois que vous allez parler à un pote du dernier film que vous avez vu au cinéma et que vous avez aimé, on va vous dire mais t'es en train de faire de la publicité pour le film. Alors que non, c'est juste du partage de l'information. Et a priori, à 90% du temps, c'est ce que je fais. Du partage et de l'information. Bon, après, pour revenir sur ce projet de loi, ça va encadrer les obligations de déclaration au terme URSSAF, fisc, ce qui est normal. Hein. Donc jusque-là, tout va bien. Ça encadre aussi pour les mineurs. Alors c'est vrai que ça, je ne suis pas du tout concerné, loin de là. Mais c'est plutôt une bonne chose de se dire que des jeunes qui se mettent sur les réseaux sociaux et qui commencent à générer beaucoup d'argent doivent avoir un encadrement pour s'assurer que ce ne sont pas des parents voyous qui en profitent. Il y a de sordides histoires d'ailleurs à ce sujet. Ou simplement des ados qui seraient peut-être un petit peu galvanisés par l'appât du gain et qui commenceraient à partir en vrille, parce que ça s'éduque, gérer de l'argent. C'est pas forcément instinctif, il faut s'éduquer. Donc, voilà. Donc, il va y avoir la nécessité d'autorisation parentale et d'ailleurs aussi d'autorisation autre à côté pour que les mineurs puissent travailler sur les réseaux sociaux. On dit bien travailler en tant que professionnel, pas juste publier du contenu. C'est pas une forme de censure. Ensuite, forcément, il y aura aussi la nécessité de signaler, comme c'est déjà le cas dans la publicité, quand il y a des retouches d'images. Quand on parle de retouches, alors j'aimerais bien avoir plus d'éclaircissement. De ce que je comprends, le texte parle des filtres qui altèrent la réalité, ou de la retouche, par exemple des Photoshop, qui font que le corps est tellement retouché qu'il ne correspond plus du tout au modèle d'origine. Ou donc il y a une création. Et ça, aujourd'hui, effectivement, si vous regardez sur les affiches, vous avez un mannequin, généralement en petit, vous avez marqué que l'image est retouchée. C'est une obligation. Et bien maintenant, tous les influenceurs seront dans l'obligation de mentionner s'ils sont en train d'utiliser un filtre d'embellissement ou si les photos sont retouchées. Je ne pense pas que
ça inclut la retouche technique. À savoir, si je fais dans mes vidéos une retouche colorimétrique ou une retouche au niveau de l'ambiance de lumière, ou que j'applique un filtre qui crée une ambiance, mais qui ne me déforme pas moi physiquement, je pense que ça rentre dans le cadre légal. Mais c'est à préciser, parce que l'utilisation des mots filtre et retouche, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Le bon sens, c'est justement le filtre masque qui fait que on a une peau plastique, un truc parfait, sans défaut. C'est ça. Je pense que c'est plus ça. Et puis voilà, la taille de guêpe allongée à coups de gomme sous Photoshop, c'est des corps illusoires qui ne reflètent pas la réalité. Mais maintenant, avoir une ambiance un peu sympa dans une image, sans que ça déforme le physique, je pense que c'est OK. Mais je chercherai à que ce soit bien précis. Sinon, j'ai été obligé de mettre quand même dans toutes mes vidéos qu'il y a de la retouche, parce que oui, les images sont forcément en post-prod retouchées au niveau de la couleur, légèrement, et de la lumière, légèrement, juste pour que ce soit plus agréable. Mais ça ne déforme pas la réalité pour autant. Bon, après, voilà, c'est du bon sens. Ça veut dire qu'il faut établir des contrats avec les partenaires et les marques, ce qui est assez logique. Ça veut dire que faut être transparent, il faut être dans une certaine probité et pas prendre les gens pour les imbéciles. Je trouve ça vraiment bien, en fait, qu'on encadre. J'ai pas peur, parce que, honnêtement, je ne me sens pas concerné, parce que j'ai toujours respecté ces règles de manière naturelle. Donc, je ne me sens pas visé, parce que je ne me sens pas non plus influenceur, tout simplement. Mais bon, j'aimerais bien avoir votre opinion sur ça. Est-ce que vous trouvez que c'est des sujets qui sont importants, qu'un gouvernement doit effectivement mettre son nez là-dedans et encadrer les choses, ou au contraire, c'est peut-être beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Est-ce que vous avez eu l'impression de vous faire un peu influencer par des gens? J'espère pas par moi. Ou alors de manière positive. J'aime bien améliorer potentiellement votre quotidien, mais pas vous influencer quand même. Ça me dérange hein, comme principe. J'aime bien la liberté d'esprit et la liberté de choix. C'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Et c'est mes valeurs. Donc, je ne suis pas votre gourou. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait une petite polenta. Voilà. Donc, sans plus de manière, je vais préparer une polenta. Avec des champignons cette fois-ci. Hein, simple, efficace, rapide. Et j'espère très bon et satisfaisant. Donc ça, c'est un peu le but du jeu quand même. Et nous y voilà. Bon, ok. C'est clairement pas un plat extrêmement esthétique. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui compte, c'est les sensations en bouche, c'est le goût. Hein. Il n'y a pas que le visuel, même si ça aide. Mais là, bon, moi, je sais à quoi m'attendre, bien que j'ai innové. Oh là là.
Alors, il faut savoir que moi, les polenta, je les aime bien avec cette texture un peu dense et pas forcément très cuite et grillée. J'aime bien, hein, mais c'est pas ma préférence. Ni la polenta très crémeuse, qui est délicieuse, mais voilà. On est sur un intermédiaire, quelque chose de dense. Mmh. Mmh. Oh oui. Bon, comme vous l'avez vu, c'est une polenta quand même que j'ai fait de manière très peu orthodoxe, volontairement. Je n'utilise pas exactement les mêmes phases de travail que dans la pure tradition. Mais le but est de concentrer les arômes dans le grain avant de le réhydrater vraiment avec le lait végétal que je rajoute à la fin. Et j'apporte le crémeux grâce au fromage végétal. C'est très très important, ça va donner du gras, de l'élasticité, et ça va faire une cohérence et lisser les arômes. Donc, il n'y a pas de hasard. Le seul point, en fait, qui a été un peu innovant dans cette recette par rapport à mes habitudes, c'est de rajouter cette purée de paprika pimenté, enfin un paprika fort hongrois. Merci à Guillaume d'ailleurs qui m'a offert cette petite merveille. Si vous n'avez pas ce produit, parce qu'effectivement en France, je ne sais pas si c'est disponible, il doit bien y avoir des épiceries hongroises, mais bon, voilà. Voilà. Une purée de piment asiatique, style sambal olek, ça ira très bien. Puis bon, bah, pas de piment, hein, si vous aimez pas ça, vous pouvez vous en passer. Mais dans ce cas-là, mettez comme une petite cuillerée de concentré de tomate pour arrondir, pour faire le lien. C'est important. Là, c'est très harmonieux, c'est plein de saveurs, tout est à sa place, on sent absolument tous les goûts. Pourtant, on a l'impression que c'est un peu une sorte de gloubi-boulga avec n'importe quoi, mais je vous garantis, c'est assez précis et c'est harmonieux. Et je me fais plaisir. Donc j'espère que ça vous fera aussi plaisir. Allez, ça c'est fait. Et encore une semaine rondement menée. J'espère que ça vous aura plu sur la diversité des sujets, comme toujours. Et je me posais une petite question, voilà, pour les plus fidèles, les anciens. Est-ce que, très sincèrement, ça vous manque le fait qu'il n'y ait plus 2 vidéos par semaine et qu'il n'y ait que le journal dans ce nouveau format? Je me posais la question, alors c'est une question de pure curiosité parce que, je vous l'annonce tout de suite, j'ai pas pour intention de refaire 2 vidéos par semaine pour le moment, parce que j'avoue que ce rythme est bien plus agréable et plus gérable, et que je trouve qu'il est plus en adéquation avec mes sujets, et j'y trouve mon compte. Voilà, donc j'ai ma face de la problématique qui est très claire, mais j'aimerais bien savoir, vous, si vous êtes dans une sorte de regret, ou au contraire, vous dites que c'est une évolution de chaîne qui est plutôt qualitative, ce que j'espère, mais je ne le saurai que si vous vous exprimez. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant, comme toujours, vous pouvez me soutenir de toutes les manières possibles et imaginables. Portez-vous bien, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss!